occultée et qui était difficile à aborder, c'était celle de l'histoire négrière en général et nantaise en particulier. C'est-à-dire qu'à l'époque, on en était encore à croire qu'il n'y avait que Nantes et que c'était une histoire nantaise. Bon. Alors, il y a eu un certain nombre d'expériences qui se sont faites à Nantes, qui ont été assez pionnières. Je le rappelle, enfin je le rappelle, je n'apprendrai rien à un certain nombre de celles et ceux qui sont là, mais peut-être qu'il y a des jeunes gens ici qui, effectivement, il y a 18 ans, étaient peut-être préoccupés par d'autres choses que de s'instruire, ou enfin bref. Donc, je voulais juste rappeler qu'à cette époque-là, nous avions donc monté une exposition qui avait été remarquée, puisque près de 400 000, plus de 400 000 visiteurs l'avaient visité, c'était au Château des Ducs, et on avait exposé à la manière de l'époque, avec les connaissances de l'époque, et on voit que les choses ont beaucoup évolué, qu'il y avait eu effectivement une traite négrière partie de Nantes, et puis que c'était une traite négrière qui avait été effectivement la déportation de un certain nombre de centaines de milliers de personnes sur des bateaux nantais, puis on avait découvert que c'était des millions sur des bateaux européens, que c'était tout un immense processus, tout un véritable commerce qui a duré près de 4 siècles dans l'histoire. Nantes en a écrit à peu près un siècle et demi. Enfin bref, et que ce passé-là, bien entendu tragique, bien entendu traumatisant, était, comment dirais-je, laisser des héritages. C'est-à-dire que la question qui se posait, c'est est-ce bien raisonnable de remuer les histoires du passé qui ne sont pas glorieuses? Alors effectivement, c'est une bonne question. Bon, nous, on y a répondu à notre manière, qui s'est révélée appréciée par tout un public nantais et bien au-delà. On estime qu'effectivement, il y a des passés, il y a des histoires qui ne sont pas glorieuses, mais qui sont importantes d'affronter, bon, on va dire affronter pour parler, mais en fait, qu'il faut aborder tout simplement, parce que ça laisse des traces, ça a des traces, on le voit bien dans toute la démographie du monde atlantique, on le voit bien dans des mentalités, on le voit bien dans des tas de domaines d'ailleurs. Et puis ça révèle aussi pas mal de choses, ça révèle ce que furent nos sociétés dans le passé. Alors je sais bien que le monde moderne peut nous faire oublier qu'il y a eu un passé, et qu'on peut même ne plus se rendre compte de ceux dont nous héritons, mais bon, je pense que parmi tous ceux qui sont là parmi vous, vous avez compris, même si on ne le sait pas exactement comment ni pourquoi, on a compris qu'on est toujours hérité de quelque chose. Alors, donc nous avions fait cette exposition, et depuis, les Anneaux de la mémoire s'efforcent de mener ce que l'on appelle un travail de mémoire. Bon, il y en a qui parlent de devoir. Bon, moi je préfère le terme de travail, c'est plus simple, puis c'est moins prétentieux surtout. Et puis, et qu'est-ce que c'est que ce travail de mémoire? On a fini par comprendre une chose, c'est que quand on veut s'occuper des questions dont nous héritons et qui viennent de loin dans le passé, la première chose à faire, c'est de faire de l'histoire. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais alors l'histoire, c'est ringard, c'est nostalgique, il faut regarder l'avenir, etc., etc. Ben, bien entendu qu'il faut regarder l'avenir, et on est tous d'accord, même quand on n'en a plus beaucoup, mais bon. Mais c'est intéressant aussi de regarder l'avenir en regardant d'où l'on vient. Et donc c'est ça que nous tenons à faire. Alors la manière dont nous travaillons, nous, aux Anneaux de la mémoire depuis près de 20 ans maintenant, en ayant effectivement organisé cette exposition il y a près de 20 ans, en ayant fait des expositions à Nantes et ailleurs, en ayant fondé une revue qui s'appelle Les Cahiers des Anneaux de la mémoire, qui rassemble plus de 200 auteurs, dont le professeur d'Almeida Mendes récemment, jeune professeur d'Almeida Mendes, mais aujourd'hui nous avons effectivement une grande collection d'auteurs, de partout, de tout le monde atlantique. On a des Européens, des Africains, des Américains, on a même on a des auteurs indiens pour tout l'océan Indien. C'est-à-dire qu'on essaye de réfléchir à cette question. On n'est pas là en train de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut en penser, et contre quoi il faut protester, s'insurger, etc. On essaye simplement d'apporter des éléments de réflexion. Parce que la réflexion est importante, et ce problème de l'histoire négrière, de l'histoire de la traite atlantique, de l'histoire de l'esclavage, c'est une histoire très vaste, très complexe, et je le rappelle, extrêmement instructive, notamment pour notre monde moderne. Ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas, et c'est pour ça que nous, notre travail de mémoire, aux Anneaux de la mémoire, depuis 20 ans, on a été les seuls pendant longtemps. Bon, maintenant, ça a pris un peu plus d'importance, et il y en a qui jugent, qui pensent qu'il faut effectivement prendre cette affaire en main parce qu'elle a des enjeux. Nous, on s'en occupe depuis longtemps en disant simplement que la première chose à faire, c'est faire le récit historique. Qu'est-ce que c'est que le récit historique? Le récit historique, c'est
prendre la peine de participer, en tous les cas de s'instruire des travaux des historiens et des recherches des historiens, et à partir de ce travail des historiens, faire la réflexion sur effectivement ce qu'il faut penser de toutes ces questions et peut-être ce qu'il faut en déduire. Alors c'est pour ça que dans le cadre de cette démarche justement fondée essentiellement sur la diffusion du récit historique, alors la diffusion du récit historique que nous faisons, nous publions des universitaires, et puis nous faisons aussi du travail pédagogique, c'est-à-dire que nous avons aussi des expositions, des fiches pédagogiques pour les enfants de l'école, enfin peut-être pas du primaire, mais au moins des lycées, et peut-être un peu du primaire. C'est-à-dire que nous pensons qu'effectivement c'est tout le public. Et pour nous, tout le public, ce sont les enfants, les élèves, les étudiants, les adultes et au-delà. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé aux élèves, ce n'est pas réservé aux enfants. Et c'est pour ça que ces conférences que nous avons expérimentées depuis 8 ans sont destinées en fait au public. C'est-à-dire que les gens qui sont, par exemple, qui viennent de l'université ou autres, ici, nous vous considérons comme des gens du public. Voilà. Et on ne vous fait pas des conférences, on ne vous fait pas un cours universitaire, mais par contre, nous disons l'histoire et nous tâchons de développer le récit historique avec des universitaires, considérant que cette question est grave, qu'on n'en parle pas n'importe comment, qu'on n'est pas là pour user ou abuser des gens, qu'on est là pour essayer de s'instruire et de comprendre. Et là, effectivement, faisons toujours appel aux universitaires qui, effectivement, nous garantissent au moins une approche scientifique de la question et pas propagandiste, publicitaire ou autre. Ça, c'est notre méthode. Alors, bon, voilà. Alors, juste une dernière remarque pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore et que ça intéresse. Nous avons des bureaux qui se situent à Cosmopolis, c'est-à-dire dans le passage Gralin, derrière le théâtre, à l'étage. Ça s'appelle les Anneaux de la Mémoire. Vous êtes parfaitement invités à venir nous rendre visite. Nous avons une bibliothèque importante. Nous avons besoin de gens qui veulent bien participer à notre travail aussi. Vous êtes volontiers accueillis. Nous avons un site internet que vous pouvez trouver sans problème, c'est anneauxdelamémoire.org, et là vous verrez toute notre philosophie, toutes nos activités. Je rappelle, je précise que nos activités sont nantaises, mais elles sont aussi nationales. Nous travaillons avec pas mal d'autres gens qui se posent la question et qui sont aussi très internationales, parce que, alors là je vais conclure parce que ça pourrait durer longtemps, on a compris dès le début, vous savez, au départ, à Nantes, il y a 20 ans, tout le monde se disait la traite négrière, c'est l'histoire tragique, lamentable et honteuse du quai de la Fosse. Bon, et on s'est aperçu que l'histoire négrière, c'est pas simplement l'histoire du quai de la Fosse, c'est une histoire internationale, c'est une histoire européenne, c'est une histoire africaine, c'est une histoire américaine. La traite négrière, c'est une histoire dans l'océan Indien aussi. Et les Anneaux de la Mémoire, depuis les 20 ans d'activité que nous menons, eh bien nous avons commencé sur le quai de la Fosse en quelque sorte, ou au Château des Ducs, enfin bref, dans notre univers local et étroit, et très vite nous avons compris, et nous avons rencontré des tas de gens à travers le monde atlantique et ailleurs, qui se posent les mêmes questions que nous, qui eux aussi vivent dans des endroits où s'est déroulé quelque chose. Quand on habite à Ouida au Bénin, il s'est passé quelque chose. Quand on habite à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, il s'est passé aussi quelque chose de commun. Quand on habite à Haïti, on a aussi quelque chose comme une mémoire de toutes ces questions-là. Et c'est avec tous ces gens-là que les Anneaux de la Mémoire s'efforcent de travailler, avec des moyens très modestes, mais avec beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup de motivation, parce que je rappelle, cette question-là n'est pas simplement une histoire nostalgique, n'est pas simplement une repentance et de comment dirais-je, on n'est pas là pour comment dirais-je, se confesser de je ne sais quoi de ce qui serait passé avant nous. On est là pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. La traite négrière ne recommencera pas, on en est bien conscient, mais tous les processus scientifiques, historiques, politiques, économiques, culturels qui ont mené à cette catastrophe humaine qui a duré des siècles, ça vaut la peine de s'intéresser à ce qui nous en reste encore et qui seront peut-être menaçants dans d'autres domaines. Donc c'est extrêmement utile et instructif. Alors, pour maintenant rentrer plus dans le domaine de cette conférence, nous faisons donc des conférences régulièrement, on en fait 6 par an. Nous avions commencé à l'université permanente pendant un certain temps. Maintenant, nous sommes installés ici pour être plus accessibles au public à des horaires qui leur conviennent.
Et ces conférences sont destinées à faire ce que l'on fait avec les cahiers, ce que l'on fait avec des fiches pédagogiques, ce que l'on fait lorsqu'on travaille pour des expositions avec nos interlocuteurs internationaux, pour dire l'histoire, tout simplement. Et après, on en pense qu'on veut. Alors, nous avons donc fait des différentes séries, et cette série que nous commençons cette année, et donc il y aura une conférence tous les mois, autour du 13-15 à chaque mois, vous verrez l'affiche en sortant, je vous en donnerai les dates. Nous avons pensé qu'il fallait qu'on parle de la traite négrière, oui, de la traite esclavagiste au niveau international. Et donc le professeur de Almeida Mendes, bon, que je présente à ceux qui ne connaissent pas, qui est donc professeur à l'Université de Nantes, qui est chercheur au CNRS et qui est toujours à l'École des hautes études, n'est-ce pas, dont vous pourrez lire un excellent article dans ce numéro 13 des Cahiers de la mémoire que nous avons publié l'an dernier, à cette spécialité un petit peu originale et novatrice, c'est de nous expliquer que, vous savez, nous on parle de la traite atlantique, alors c'était les Français, et puis voilà. Alors il y avait aussi les Anglais à la même époque. Mais tous ces gens-là, les Français et les Anglais, ont en fait été les héritiers eux aussi et les successeurs d'un processus qui datait de bien avant eux et qui a commencé avec effectivement le Portugal. Et le Portugal, on sait tous ce que fut le Portugal des grands découvreurs des océans et des grands explorateurs. Et on constate que depuis la découverte du monde et la construction du monde atlantique, la traite négrière n'a pas été l'unique objet, mais la traite négrière et l'esclavage ont toujours été dans ces processus historiques. Et ont toujours été dans ces processus historiques. Bon, c'est-à-dire que l'idée que l'esclavage est une chose qui effectivement ne doit plus exister, elle est finalement assez récente. Et que le monde moderne, la mondialisation par les océans, parce que vous le savez bien, il n'y a pas que la mondialisation récente par les moyens de télécommunication, mais que la continuité d'un long processus historique aussi, et bien cette mondialisation par les océans a intégré toujours et a utilisé toujours un phénomène que nous devons découvrir, qui est celui de la traite d'esclaves et de la vente d'esclaves et de l'utilisation d'esclaves pour le travail humain. Et c'est de cela dont on va parler ce soir. Et le professeur de Almeida Mendes va effectivement nous expliquer comment, non pas tout ça a commencé, parce qu'il n'y a pas eu un début et il n'y a pas eu une date de démarrage, mais disons les origines de tout ce long processus. Et c'est vrai que c'est un long processus qui aboutit jusqu'au Nouveau Monde, mais qui vient des vieux mondes que furent l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Antonio. Merci. Il faut que je rapproche peut-être. Oh, j'ai tout cassé. Attends, je suis petit. Non. Par la taille. Hein. T'es moins grand, c'est tout. Moins grand peut-être. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu. On m'entend peut-être? Oui. D'être venu nombreux. Merci aux étudiants qui sont venus après leur cours me supporter. Donc voilà, je prends les noms. Hein. Tous ne sont pas là, et merci à vous tous d'être venus m'écouter. Merci à Jean-Marc pour cette invitation et cette introduction où tu as déjà presque tout dit. Donc je ne vais pas essayer de faire une conférence. Donc la question, voilà, on va essayer d'engager un débat. Je suis en train de finir la publication de ma thèse sur ces questions. Donc essayer de penser, alors la question peut être basique, et qu'on se pose peut-être tous, ou qu'on devrait se poser, alors pourquoi un tel système a été possible? Alors si on se place au XVIIIe siècle, donc il est vrai, alors l'Atlantique est une réalité au XVIIIe siècle, on est déjà dans un processus engagé où les rapports nord-sud sont fixés, on a plutôt une Europe qui s'industrialise, et le reste du monde, les Amériques et l'Afrique, qui sont dans un processus de dépendance vis-à-vis de l'Europe. On a aussi, à partir du XIXe siècle, on est dans une société où le processus de racialisation du monde est engagé, où la division noir-blanc est clairement posée à partir du XVIIIe siècle, et on va vers des sociétés alors racialisées ou ségrégationnistes, comme aux États-Unis un peu plus tard, au XVIIIe siècle. Et donc ça, c'est la réalité si on se place au XVIIIe siècle. Et très souvent, on lit l'histoire de ce que va être l'Atlantique, de ce que va être l'esclavage et la construction des empires à partir de ce moment. Pourquoi? Parce que le XVIIIe siècle, c'est là qu'on a les plus grands chiffres de déportation d'Africains. Donc à partir des années 1700, entre 1700 et 1900, c'est grosso modo 85% des 12 millions d'esclaves. Donc grosso modo, c'est
10 millions entre 1750 et 1880, c'est 10 millions d'Africains qui sont déportés aux Amériques. Mais, donc là, on est d'une certaine façon déjà à la fin d'un système atlantique. Et donc il faut remonter au XIVe, XVe siècle, quand on ne parlait pas encore d'Atlantique, quand la perspective des Européens était d'abord une perspective, elle est à court terme, on regardait vers le voisin, et donc le voisin, donc au XIVe et XVe siècle, ce n'était pas l'Africain noir, c'était d'abord le Marocain, celui qu'on allait capturer sur les mers. Et donc l'empire qu'on essayait de construire, ce n'était pas un empire territorial, comme à partir du XVIIIe siècle, avec la création de sociétés nouvelles, c'était un empire de commerce avec des comptoirs extrêmement limités. Donc l'histoire, elle a abouti à cette occidentalisation du monde, à cette société alors fractionnée au rapport nord-sud, dont on sort à peine aujourd'hui, parce que là maintenant on est plutôt dans la construction d'un empire en Orient. Mais le monde atlantique tel qu'on le connaît, ou tel qu'on l'a connu jusqu'à il n'y a pas très longtemps, donc avec ces rapports déséquilibrés entre l'Occident et un petit peu le reste du monde, et quand je mets l'Occident, je mets aussi les États-Unis dans ce monde occidental, donc un nord plutôt riche et un sud qui s'est développé un petit peu sur l'exploitation économique, c'est quelque chose qui date plutôt du XVIIe siècle. Et donc si on se place au XIVe, voire au XVe siècle, l'histoire aurait pu être tout autre. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des rapports jusqu'au XVIIe siècle égalitaires. Donc, et si, donc le titre qu'on m'a donné très générique me va très très bien, si on décline donc les trois termes esclavage, traite, empire au XVe siècle, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc empire, on ne trouve pas le terme du tout dans la littérature de l'époque. L'empire, qu'est-ce que c'est ? Quand on parle d'empire, ça renvoie au terme romain imperio, donc domination sur des espaces extrêmement limités, que vont être des comptoirs. On n'est pas dans la construction d'un espace territorial avec cette volonté de domination qu'on va avoir par la suite. Donc esclavage, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui est le dépendant. Et donc l'esclavage a toujours existé en grande partie dans la société ibérique, qui elle s'est construite. Pourquoi elle s'est construite sur la dépendance ? Parce que les chrétiens ou les portugais, ce sont d'une certaine façon les minoritaires. Donc, alors je ne vais pas revenir à l'histoire générale du Portugal, mais entre le 7e et le 15e siècle, donc la péninsule ibérique a été occupée par les musulmans, et les musulmans n'ont pas été expulsés. Donc la reconquête, elle s'est faite depuis les Asturies, à partir du 8e siècle, et le Portugal a été reconquis par les chrétiens, mais les musulmans sont restés sur place, et pendant très longtemps, ils ont été la majorité de la population. Donc il n'y a pas eu d'expulsion, il n'y a pas non plus eu de conversion forcée, et donc le processus d'expulsion des Juifs, c'est la fin du XVe siècle. Mais pendant 5 siècles, les chrétiens ont été minoritaires, et donc il y a un jeu qui s'est mis en place entre d'un côté ceux qui avaient le titre maintenant de vainqueurs, qui sont devenus les seigneurs, et tous les autres étaient dans des relations de dépendance, ce qui a donné ensuite l'esclavage. Mais on était déjà dans une société où 90% de la population vivait sous une forme de dépendance. Alors qu'est-ce que c'est que la dépendance ? Dans la société médiévale ibérique, généralement, c'est celui qui paye un impôt, un seigneur qui est sur place, c'est celui qui va payer les tribus, c'est celui qui ne veut pas se déplacer. Donc on est dans cette société où, alors je généralise peut-être, tout le monde est le dépendant de quelqu'un, et donc avoir des esclaves est quelque chose qui va être extrêmement naturel à partir du moment où on va voyager dans l'Atlantique. Première chose, la traite, le terme peut-être qu'on va le connaître au XVIIIe siècle, il va juste désigner ensuite la traite négrière. Donc il apparaît dans les textes portugais dès le XVe siècle. Et qu'est-ce que veut dire traite ? Donc ça vient du portugais trato, T-R-A-T-O. Ça veut dire faire du commerce, échanger. Donc on ne fait pas juste la traite des hommes au XIVe et XVe siècle, on échange tout et n'importe quoi. Et donc les hommes font partie de cette marchandise qu'on peut troquer. Et donc, ce qui est extrêmement important et qui va peut-être disparaître plus tard avec la grande traite atlantique du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est que au XIVe et XVe siècle, donc quelqu'un qu'on va négocier, il y a la possibilité du rachat très très vite derrière. Donc, on est dans une société qui conçoit la dépendance et qui conçoit aussi le passage à la liberté très très vite. Ce qui permet d'avoir des sociétés comme la société portugaise où il n'y a pas eu de révolte
ou de soulèvement des populations esclaves ou dépendantes, comme on a pu le voir par la suite dans les Antilles. Donc il faut concevoir cette société-là où, à partir du moment où on est capturé, on est vendu par un autre, donc on est dans une situation de dépendance, donc on va travailler pour cette personne-là, avec la possibilité d'être racheté, alors soit par sa famille, soit le maître, s'il considère que vous avez bien travaillé pour lui, au bout d'un moment vous libère. Pourquoi ? Parce que quand vous vieillissez, il devient donc quand on vous a acheté, il faut vous nourrir, il faut vous loger, et au bout d'un moment vous n'êtes pas rentable en tant que force de travail. Donc on est dans une société, et ça c'est extrêmement important, qui pense la dépendance, mais qui pense aussi la liberté très très vite. Donc voilà un petit peu comment se met en place ce système, et on va aboutir alors à la traite atlantique du XVIIIe siècle, mais au départ, on est dans ce processus de, conquérant, vendeur, on est dans un processus d'égal à égal, et je vais vous montrer un petit peu comment se met en place ce processus en Méditerranée. Donc les Portugais, quand ils partent dans l'Atlantique, donc acheter des hommes, ou plutôt ils disent troquer, on n'achète pas, on troque des hommes, qui a donné traite, traiter, négocier, échanger. C'est quelque chose qui leur est totalement naturel, parce que c'est quelque chose qu'on a toujours fait en Méditerranée. Donc il faut se souvenir que jusqu'au XVIe siècle, la majorité de ceux qu'on capturait, qu'on était échangés, étaient d'autres blancs. Donc l'esclavage de couleur, tel qu'on va le connaître donc, aux Amériques, qui est un esclavage essentiellement noir et africain, était d'une certaine façon l'exception au Portugal jusqu'au XVIIe siècle. Donc, et les esclaves étaient blancs. Alors derrière le terme blanc, on mettait beaucoup de choses. Donc c'était à la fois le musulman, c'était quelqu'un qui avait la couleur de peau plus foncée que vous, parfois plus claire. Donc voilà, le terme blanc renvoyait alors non pas tant à la nuance de la couleur de peau, mais à un espace civilisationnel. Donc on était entre blancs, donc entre gens du livre, alors que ce soit chrétiens ou musulmans. Donc on se capturait très facilement, avec derrière donc des codes qui étaient extrêmement établis, avec la rançon qui venait très très vite, avec le prix du rachat, avec une situation de dépendance qui en moyenne, alors si on travaille sur les textes, durait 4 à 5 années. Donc on n'était pas esclave à vie, on n'était pas non plus maître à vie. Alors pourquoi on a besoin de dépendants et d'esclaves dans cette société-là? Parce qu'on est dans une société, on a une minorité, et donc ça c'est les hiérarchies telles qu'elles se mettent en place, une minorité qui part du principe que travailler est quelque chose d'impur. Donc ceux qui ne travaillent pas, c'est une partie alors de ceux qui vont se considérer comme les fondateurs de la société portugaise, donc l'élite, part du principe qu'on doit avoir des dépendants pour exercer tout un tas d'activités. Alors, activités qui sont les activités les plus pénibles, c'est-à-dire porter l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau dans les habitations, vider les excréments, travailler pour vous, être domestique, faire le ménage, balayer les rues. Donc on est dans une société généralisée de la dépendance, et on estime par exemple qu'à Lisbonne, 30 à 35% de la population au XVIe siècle est une population qui est, on l'appelle esclave ou captif. Donc au départ, les deux termes sont différenciés, et très très vite, ça va devenir la même chose. Alors captif, quelle est la différence? Donc captif, c'est celui qu'on a capturé en mer, généralement, ou qu'on a capturé sur les côtes de Berbérie. Donc généralement, le terme captif s'applique aux musulmans. Et le terme esclave, alors désigne déjà les populations subsahariennes qui arrivent, donc c'est pour ça que je vous ai mis cette carte-là, elles arrivent déjà en Méditerranée via les routes transsahariennes. Donc dès la fondation du royaume, dès le 11e ou 12e siècle, on a déjà des Africains au Portugal. Donc ça n'arrive pas avec la traite atlantique. Donc on a cette connaissance-là, on est dans une société, alors je ne vais pas dire multiculturelle, mais dans une société où toutes les couleurs sont représentées, et une société où bien sûr il y a le préjugé de couleur, donc on peut dire que le noir est plus laid que le blanc, comme on peut dire que le roux est plus laid que le brun. On n'est pas dans une société raciste et ségrégationniste, on est dans une société où bien sûr le préjugé de couleur existe. On part du principe que voilà, il vaut mieux être blanc dans ces sociétés-là, parce que derrière la question du noir, il y a déjà toute cette relation biblique, le péché de Caïn, celui qui aurait vu son père blanc, donc les noirs qui auraient été condamnés à l'esclavage perpétuel. Mais on n'est pas dans une société où on considère le noir comme inférieur. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on part du principe que l'Africain
beaucoup plus que le musulman, a cette vocation dans la société portugaise à s'intégrer. Pourquoi? Parce que le musulman, il est extrêmement difficile de lui faire renier sa religion. Donc il y a toujours cette idée que derrière l'islam, il y a potentiellement quelqu'un qui peut vous trahir, puisqu'on est toujours dans cet espace de conflit religieux, alors que l'Africain qui vient de l'espace subsaharien est quelqu'un qui est dit, gentil au sens du Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui est naïf, qui n'a pas de religion. Donc il suffit de le convertir, de lui inculquer les bonnes manières de vivre, pour en faire potentiellement, on n'appelle pas ça encore citoyen, un bon natif. Donc alors que le musulman, pendant très longtemps, a cette vocation-là à être racheté et repartir, l'Africain, dès le XIIe siècle, on part du principe que c'est quelqu'un qui va rester et qu'il faut intégrer dans la société. Donc quelque chose d'assez curieux. Donc quelqu'un qu'on fait venir comme esclave, quelqu'un qu'on va convertir, à qui on va donner un nom chrétien, très très vite, ce qui n'est pas le cas des musulmans. Donc les Portugais, les Africains, très très vite, s'appellent Antonio Pedro Manuel, dès le XIVe siècle. On leur donne des noms, alors c'est presque toujours les mêmes noms. Ils ont très souvent aussi le nom de leur propriétaire, le nom de famille, et on les intègre via des confréries religieuses. Donc dès le milieu du XVe siècle, il y a des confréries religieuses de Noirs à Lisbonne, une vingtaine, qui sont chargées de l'intégration à la fois religieuse, mais aussi de l'intégration économique de ces populations qui vont rester. Donc voilà, le terme esclave, juste pour vous dire, dans cet espace-là, revêt énormément de réalité. On est dans une société extrêmement complexe, on a besoin de main-d'œuvre, et donc on va la chercher par la captivité, et on va la chercher par les circuits commerciaux de main-d'œuvre qui existaient déjà. Alors, je ne voudrais pas faire des comparaisons avec ce qui existe aujourd'hui, mais grosso modo, on est sur les mêmes circuits migratoires que ceux qui existent un peu aujourd'hui. Donc, les premiers circuits qui arrivent en Méditerranée au Portugal, on les voit très très bien sur cette carte, alors peut-être pas. Donc ça, c'est une carte, c'est un atlas catalan, qui nous représente très très bien ce qu'a pu être l'Afrique du Nord. Donc là, c'est l'atlas dans son ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Donc on voit des empereurs nord-africains, certains un peu plus bas sont noirs, on voit des chameaux, qui sont les routes caravanières, et on voit un certain nombre, donc là c'est censé représenter le fleuve Sénégal, il est un peu haut, et un certain nombre de passages, de points qui sont les passages des routes caravanières. Donc là, si on grossit, tous ces textes sont écrits en latin et en arabe, on voit très très bien que ce sont des étapes, des circuits caravaniers d'arrivée d'esclaves en Europe qu'on échange contre quoi? Contre déjà des produits manufacturés, c'est-à-dire du textile. Donc on est avant l'Atlantique, et ce qui va faire que les Portugais vont partir vers l'Atlantique, dans une société que j'aime à dire, une société totalement intégrée de main-d'œuvre. On a une Europe méditerranéenne qui a besoin de main-d'œuvre, puisqu'elle sort d'une période de reconquête. Une société qui se construit sur la dépendance, sur le travail plutôt non rémunéré d'une partie de la population. Et de l'autre côté, on a un continent africain, donc avec le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, qui est en voie d'islamisation, qui exporte et qui a toujours exporté de la main-d'œuvre vers l'extérieur. Donc pendant très longtemps, on a exporté vers l'océan Indien, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui étaient déjà arrivés en Inde via la Somalie, cet espace-là. À partir du XIIe et XIIIe siècle, on exporte vers l'Europe cette main-d'œuvre en échange d'autres produits. Donc ces choses-là se font assez naturellement pendant très longtemps. Et là, on parle déjà de chiffres relativement importants, puisqu'on est à 3 à 4 000 Africains, donc noirs africains, qui arrivent tous les ans en Méditerranée, donc Portugal, sud du Portugal, sud de l'Espagne et l'Italie, pour travailler en tant que domestique et dans l'agriculture. On a en moyenne aussi 4 à 5 000 musulmans qui sont capturés par les chrétiens en Méditerranée. Et de l'autre côté aussi, on a énormément de chrétiens qui sont prisonniers en Afrique du Nord et au Maghreb. Parce que cette société aussi nord-africaine, donc le Maroc en particulier et l'Algérie, est le miroir inversé de la société chrétienne. C'est-à-dire qu'on vit aussi sur le travail
ou sur l'exploitation de la main-d'œuvre que l'on capture pendant quelques années. Et donc l'un de ces fameux captifs, ça a été Cervantes, vous savez, qui a été captif pendant plusieurs années, donc à Alger, mais bien d'autres. Donc on estime, donc les recherches actuelles estiment que grosso modo, jusqu'au XVIIe siècle, il y a 1 million de chrétiens qui ont été captifs pendant plusieurs années. Et donc c'était pas non plus voilà, une partie de plaisir que d'être captif en Afrique du Nord à ce moment-là. Et grosso modo 700 à 800 000 aussi musulmans qui ont été captifs en Europe du Sud, plus les Africains. Donc voilà, on est dans ce monde de la dépendance, avec alors quelque chose qui est important, et j'insiste beaucoup là-dessus, la possibilité du rachat et de la rançon, c'est-à-dire qu'on n'est pas esclave à vie, et ce qui va être un grand changement avec le XVIIIe siècle. Et donc tout naturellement, ou presque tout naturellement, les Portugais, à partir de 1415, donc c'est une date importante, les Portugais vont s'aventurer, alors, au départ, au Maroc. Alors, je vais peut-être avancer sur les cartes et vous montrer un petit peu. Pour pouvoir situer les lieux pour tout le monde. Je crois que vous connaissez ça, mais voilà. Est-ce que vous entendez bien au fond? On entend bien, ça va? Ouais. Plus fort. Donc les Portugais, alors Ceuta est un peu plus au nord, donc ils partent de Gibraltar au départ. Alors pourquoi les Portugais, donc ce qu'on appelle les grandes découvertes, commence avec Henri le Navigateur 1415, mais l'idée des Portugais, c'est pas du tout de partir dans l'Atlantique. Ils n'ont pas besoin de partir dans l'Atlantique, et puis l'Atlantique leur fait un petit peu peur. Et surtout, ils se disent, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Donc on part, pourquoi de l'autre côté? Parce qu'on se sent assez puissant, alors non plus pour attendre de capturer les musulmans méditerranéens, mais d'aller sur place et de créer des comptoirs marchands. Donc tout ça, alors c'est pas une entreprise de conquête, le début des grandes découvertes, en 1415, Henri le Navigateur, le départ vers l'Atlantique. Donc c'est quoi? C'est une expédition pour prendre possession d'un point qui est un comptoir marchand et pour pouvoir réguler les flux de main-d'œuvre à partir de 1415. Et ça marche plutôt bien. Donc il faut savoir que ce n'est pas juste une entreprise portugaise. Donc pour l'époque, c'est une entreprise assez immense, un petit peu comme ce qu'a pu être voilà, une guerre qui a pu être menée en Irak. Donc on part quand même avec une flotte de 250 navires. Donc pour le Portugal de l'époque, pays de 800 000 habitants, c'est quelque chose d'énorme, hein, une flotte immense. On part avec 20 000 hommes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va occuper Gibraltar, qui est un endroit crucial. Donc c'est pas juste une entreprise portugaise, parce que là on a des mercenaires qui ont été recrutés dans toute l'Europe. On a beaucoup de Bretons, de Français, d'Italiens, d'Allemands. Donc d'une certaine façon, c'est l'Europe qui décide d'installer un comptoir alors, autour de Gibraltar pour pouvoir commercer au plus près. Les Portugais ensuite vont par cabotage, et donc là c'est la côte du Maroc. On navigue toujours pas au large, parce qu'on ne sait pas naviguer au large. Donc par cabotage, c'est-à-dire de point en point, le long de la côte du Maroc, établir des points de contact qu'on va appeler, alors pas encore des factories, mais des présides. Alors pourquoi des présides? Parce que on négocie des accords avec les potentats locaux, donc marocains, qui dans cet espace-là étaient berbères, hein. Quand je parle des Arabes, c'était surtout des berbères qui étaient en place, qui vont tolérer la présence de militaires et de marchands portugais. Alors, ce qu'il faut relever, ce n'était pas une entreprise de colonisation, parce qu'on ne part pas avec des femmes, et surtout sur place, on ne tolère pas la présence de femmes chrétiennes. Donc on tolère la présence de marchands qui sont là pour 3 ou 4 ans, de militaires qui installent des bases avec l'accord des potentats locaux. Alors qui y trouvent aussi leur compte. Donc là je vous ai mis sur la carte de la côte du littoral donc marocain, atlantique aujourd'hui, quelles vont être les positions portugaises. Alors je les ai visitées cet été, donc il en reste quoi? Alors j'aurais pu mettre une photo. Ça ressemble à ça. Donc on construit une forteresse, donc c'est pas juste les Portugais, donc localement avec les maçons pour bien séparer les chrétiens qui viennent commercer, des musulmans qui sont de l'autre côté, avec des ouvertures, et sur place,
donc à ces points de rencontre. Donc c'est une mini-ville qui se crée avec, sur place, il y a allez, une cinquantaine de Portugais à chaque fois dans ces points-là. On va créer des points de rencontre, un petit peu comme ce qu'il y avait aussi déjà en Égypte avec les fondouk. Donc c'est des points de rencontre, et donc les Berbères sur place, ils trouvent un avantage. Pourquoi ? Parce que là, c'est beaucoup plus facile d'être au contact sur la côte plutôt que de devoir traverser le Sahara, avec les périls, les attaques aussi en place, devoir traverser la Méditerranée. Donc ça permet d'établir un commerce, comme on l'appelle, direct, en direct ou face à face. Donc là, il y a tout un tas de documents sur lesquels j'ai travaillé. Donc on n'est pas dans le conflit. Bien sûr, on pouvait se faire la guerre en Méditerranée, mais le commerce permet, à un moment donné, de cesser les hostilités et de faire du commerce. Donc c'est pas parce qu'on est ennemi qu'on ne fait pas du commerce. Au contraire. Donc là, il y a des trêves pour faire du commerce, et le commerce permet aussi des espaces de paix. Et donc, tout naturellement, on a un commerce régulier qui se met en place. Alors, qui est, il faut le dire, pendant très longtemps, à l'avantage des marchands arabo-berbères. Je préfère dire arabo-berbères plutôt que musulmans, parce que tous ne sont pas musulmans. Alors pourquoi l'avantage ? Parce qu'ils imposent aux Portugais de réintroduire dans le circuit africain et maghrébin des productions nord-africaines. C'est-à-dire, pour faire l'échange or, c'est de l'or au départ, ou esclaves noirs contre marchandises européennes, on leur impose de produire ce qu'on va appeler des burnous, des djellabas, des toiles africaines. Donc il s'agit de réintroduire dans le circuit transsaharien des marchandises produites ou copiées par les Portugais en quantité plus grande. C'est-à-dire, c'est une manière de développer un marché qui existait déjà. Donc, on peut le dire, jusqu'aux années 1540, les Européens n'innovent pas, les Européens n'imposent pas un marché extérieur, un marché atlantique, ils ne font que s'intégrer dans une économie qui fonctionnait déjà. Et donc ça va développer toutes les villes du littoral marocain-atlantique, ça va développer d'énormes fortunes. Donc on insiste très souvent sur la fortune des armateurs européens du XVIIIe siècle. Là, au contraire, on a d'immenses fortunes qui se créent du côté arabe et musulman. Et donc, juste pour vous dire l'ordre de grandeur, on passe d'une production textile qui était de 5 à 6 000 pièces de burnous par an à 50 000. Et donc, à partir des années 1530, on va créer de véritables usines dans l'arrière-pays pour produire pour ce propre marché. Alors pourquoi ? Parce que très vite, les Portugais, qui vont copier ces toiles, ces burnous, parce qu'on en produisait déjà dans le sud du Portugal, qui sont des tapis. Alors grosso modo, il y a 3 types de marchandises contre lesquelles on échange. Donc tapis, burnous, djellaba, tout ce qui était textile. Après, il y a des bassines de cuivre et de laiton, et des étriers et des selles. Donc il va y avoir une activité qui va se développer dans le sud du Portugal, dans l'Algarve, qui était aussi habitée par des musulmans qui étaient restés. Donc c'est ces artisans morisques, parce qu'ils ont été certains convertis, mais musulmans dans le sud du Portugal, qui vont travailler pour cette traite marocaine. Mais très vite, les Portugais vont développer dans ces ports, ou dans ces petites villes, une activité propre avec leurs propres marchands, qui vont être des marchands juifs portugais, qui en grande partie étaient d'origine marocaine, qui parlaient les 2 langues du commerce, donc l'arabe et le portugais, et qui vont à la fois travailler pour les Portugais et pour ces marchands berbères. Donc on va avoir les Juifs qui, à partir des années 1520, vont se placer en intermédiaire, et donc on a une activité qui se développe de grande ampleur. Et donc là, on est peut-être déjà dans l'Atlantique, mais dans des rythmes qui sont des rythmes transsahariens. Et donc on estime qu'en moyenne, c'est 4 à 5 000 esclaves qui quittent ces places marocaines pour le Portugal. Donc là, on est dans un esclavage où l'Afrique subsaharienne entre en compte, parce que c'est là qu'on va capturer ces esclaves. Donc il y a des razzias qui sont menées dans la terre de l'Afrique, où les Arabes et les Berbères sont des intermédiaires, où les Juifs portugais, qu'on appelle encore Juifs portugais à l'époque,
sont aussi des passeurs, et les Portugais se contentent en grande partie de les transporter via l'Atlantique. Et ensuite, ils sont redistribués sur tout le marché européen. Ça va à peu près? Vous avez déjà des questions? Non? Non, continue. Continue. Donc voilà un petit peu comment ça se met en place. Et donc, suite. la suite. Alors, comment on va passer à quelque chose qui va devenir alors purement de l'esclavage africain? Parce que là, on est aussi dans un espace où on exporte aussi beaucoup de ce qu'on appelle les Maures au Portugal, qui sont alors des païens, parfois islamisés, mais qui sont des blancs. Alors, on les exporte, comme je vous l'ai dit, pour travailler, mais je reviendrai là-dessus. Comment on passe à quelque chose qui va être d'Atlantique? C'est que les Portugais, lors de ces voyages vers le cabotage vers le Maroc, vont tomber sur des îles inhabitées. Et donc là, ça va être le moyen de créer quelque chose de nouveau. Alors, s'ils n'ont pas la possibilité, parce qu'ils sont, les Européens, numériquement peu importants dans ces espaces, ils ne possèdent pas les codes du marché africain, ils n'ont pas les intermédiaires, dans les îles atlantiques, situées au large, donc qui sont alors les îles au départ Madère et Açores, donc découvertes à partir de 1420, un petit peu par hasard. Donc si on revient sur cette carte, ici, voilà. Donc voilà la côte du Maroc sur laquelle les Portugais vont pendant très longtemps, et les Européens, faire leurs activités. Donc au large, donc on a des îles, donc un petit peu par hasard, un petit peu comme on avait aussi découvert le Brésil en 1500, donc il y a un moment, il y a un coup de vent qui emmène la caravelle un peu plus loin que cette navigation de cabotage, parce qu'on avait toujours peur de se perdre. Hein. Il faut savoir que les courants, alors quand on part du Portugal, c'est des courants qui font que vous allez vers la côte, et ensuite il faut revenir. Et donc les Portugais, pendant très longtemps, donc parce que là il faut reprendre les alizés, qui sont les alizés des Açores, donc il faut faire ce qu'on appelle la Vuelta, ou la Volta, repartir au large pour revenir vers le Portugal. Et donc ça, les Portugais vont le découvrir qu'à partir des années 1460, pouvoir revenir d'Afrique par le large. Pendant très longtemps, il fallait à nouveau naviguer le long de la côte. Et donc on arrivait et on repartait par le même chemin. Donc ils vont le faire parce qu'ils vont progressivement découvrir des îles, un petit peu par hasard. Des îles qui, alors pour le bonheur ou la fortune des marchands portugais, sont inhabitées. Donc, parce qu'on n'a pas cette capacité-là au Portugal, avec 700 000 habitants, de pouvoir coloniser une population sur place. Donc des îles inhabitées, des îles sur lesquelles, donc notamment aux Açores et à Madère, on peut développer une société agricole, et on est toujours dans ce modèle où on va envoyer des familles sur place. Agricole, pourquoi? Parce qu'il pleut, parce que le blé s'adapte très très bien, parce qu'il y a 2 ou 3 saisons comme au Portugal. Donc la saison de la récolte, la saison du repos de la terre. Donc voilà, on peut développer une société sur le modèle de la société d'ancien régime portugaise. Donc on déporte sur place des pauvres, très souvent de force, pour occuper ces îles qui sont à la fois, alors on va développer le blé, parce qu'on a besoin du blé au Portugal, on en produit très peu. Donc les Açores vont devenir le grenier à blé après la Sicile de l'Europe. On va planter des vignes, donc le vin aujourd'hui de Madère est très réputé, il date de cette époque-là. Et on va envoyer sur place, un petit peu comme les Anglais avec l'Australie, des familles qui ne se précipitent pas pour aller sur place. On va donc vider les prisons très très vite, donc ça va être des sociétés assez violentes avec des prisonniers, très peu de femmes, surtout des hommes. Donc, alors, société agricole, mais aussi point d'escale, et ça va être extrêmement important. Point d'escale pour la future navigation au large et hauturière. Donc les Açores, qui sont ici autour des années 1420, Madère, qui est un peu plus ici, dans les années 1425, les Canaries qu'on connaissait déjà, mais que les Portugais vont réoccuper, plus large, et ici, donc au large du Sénégal, les îles du Cap-Vert. Donc on les appelle le Cap-Vert parce qu'on est en face, on passe de la Mauritanie à un espace africain un peu plus boisé, donc on va appeler en face du Cap-Vert. Parce que les îles du Cap-Vert, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des îles totalement désertiques, où rien ne pousse, et pendant 5 ou 6 ans, il ne pleut pas. Donc moi j'étais sur place, il y avait des enfants qui n'avaient jamais vu la pluie. Donc des îles où on ne peut pas planter grand-chose, et des îles qui étaient inhabitées aussi par les Africains, qui les connaissaient, parce qu'on ne pouvait pas non plus y faire grand-chose. Mais pour les Portugais, donc ces îles, d'une certaine façon, ça leur permet d'ouvrir leur horizon,
Et donc là, l'Atlantique va se développer d'une certaine façon. On va pouvoir fuir un petit peu cette domination africaine et ces Arabes et ces musulmans qui imposent les codes du commerce. Parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de suivre le marché africain. Les prix sont imposés par le marché africain, puisque la valeur sur laquelle on évalue l'esclave comme la marchandise transportée par les Européens, c'est l'étalon, en or. Et l'or, c'est une production africaine à cette époque-là. Il n'y a pas d'or en Europe, très peu. Donc les Africains font fluctuer l'offre et la demande. Donc les Portugais, ils se retrouvent dans une situation de dépendance, ils sont juste des transporteurs. Donc on ne fait pas de fortune avec ce commerce migratoire. On va juste chercher de la main-d'œuvre. C'est extrêmement difficile de faire fortune, et d'ailleurs, c'est une entreprise qui n'est pas une entreprise privée. C'est l'État qui finance tous ces voyages, parce que l'argent privé n'arrive pas. On ne veut pas investir dans ce commerce-là. Donc, mais avec ces îles qu'on découvre petit à petit, les choses vont se transformer. Pourquoi ces choses vont se transformer? Et là, c'est là qu'intervient une production qui va être essentielle pour développer, ou pour les futures sociétés esclavagistes, c'est le sucre. Donc le sucre était connu en Méditerranée. Le sucre, alors on le cultivait où? On le cultivait en Syrie, en Égypte. On le consommait comme un produit de luxe. Donc c'était une plante qu'il fallait irriguer pour que ça pousse, et on avait une récolte annuelle. Donc c'était une plante qu'on avait domestiquée, un petit peu comme le blé. Dans l'Atlantique, on va découvrir un autre modèle d'utilisation du sucre. Donc là, on n'est plus dans le sucre comme bien élitiste, on va être dans le sucre comme substitut à d'autres marchandises. C'est-à-dire que on va avoir, par exemple, plus tard aux Canaries, on va développer, les Portugais vont alors, lors d'un voyage, transplanter alors, un pied de canne, donc on va le planter, et on va se rendre compte que là, c'est pas comme dans le sud du Portugal, on avait déjà des plantations de sucre, on va se rendre compte qu'il ne pousse pas d'1 mètre ou de 2 mètres, mais que la canne fait 3 mètres. Donc là, on va se dire, il y a de quoi faire des profits. On va se rendre compte qu'on ne fait pas une seule récolte comme en Méditerranée, mais on en fait 2 ou 3. Et on va se rendre compte que c'est un produit qui peut passer du statut de produit médicinal pour soigner les maux de dents ou mal de tête à un produit de consommation. On est dans une société méditerranéenne où, pour conserver les aliments, on emploie le sel. Et curieusement, ou pas curieusement, du jour au lendemain, donc avec les Portugais et les Espagnols aussi, on va imposer le goût du sucré. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre comment on a un système qui se met en place. Comment on passe d'une économie du rachat et de la rançon à une économie avec un produit qui va être un produit de grande consommation, qui nécessite une main-d'œuvre qui n'est plus une main-d'œuvre entre guillemets traditionnelle, une main-d'œuvre qui travaille 7 heures par jour et qui se repose le samedi et le dimanche et qui ensuite, au bout de 2-3 ans, repart chez soi. Donc une main-d'œuvre qu'on appellerait un esclavage de maison traditionnel, mais on a besoin d'une main-d'œuvre qui travaille 365 jours par an. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau, parce qu'on est dans une société de la dépendance, c'est-à-dire qu'on a besoin. Pourquoi de la dépendance et de la rançon? Parce que qu'est-ce que c'est que travailler au Portugal au XIVe et XVe siècle? On travaille 6 mois de l'année, parce que le reste des jours de l'année, c'est des jours chômés, des jours fériés, parce que c'est des jours catholiques. Il y a le carême, c'est des jours où il n'y a pas de récolte agricole, une société encore rurale. Donc quelqu'un, on le fait travailler pendant 5 ou 6 mois et ensuite on le renvoie chez lui, parce que sinon il faut le nourrir et le loger. Donc dans les sociétés de plantation telles que se développent, c'est quelqu'un qui travaille 365 jours par an. Et donc là, vous ne trouverez pas un ouvrier qui veut travailler 365 jours par an, même si vous le payez. Donc il n'y a que des esclaves, et des esclaves que là, il faut qu'on enchaîne. Donc on passe dans un système où là, la personne, elle a pu cette idée du rachat. Pourquoi? Parce que très souvent, elle meurt au bout de 6 mois. Parce que très souvent, personne ne va aller aussi sur place. Y compris si on le paye. Ce qui va être plus tard le cas de l'engagiste, c'est-à-dire des gens qui vont être dans une situation de quasi-esclavage, mais qu'on paye avec des contrats pour trouver de la main-d'œuvre. Là, on a beau payer les gens ne veulent pas aller sur place, parce qu'ils savent qu'ils vont mourir.
parce qu'ils savent qu'on travaille 365 jours par an. Et on est obligé, parce que là, on a développé un système fermé, totalement capitaliste et inhumain. Et donc là, d'une certaine façon, alors je dirais qu'on est passé à une autre phase atlantique. Avec un produit, on va développer une économie capitaliste hors de ce qui était alors, le système civilisationnel d'échange de la Méditerranée. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, déjà. Non ? Non, on veut la suite. On veut la suite. Donc alors, je vais avancer, on va bientôt avoir la suite. Alors, où les choses vont encore changer, c'est que alors, les Portugais, donc là c'est un petit peu les découvertes, vont longer la côte africaine. Donc après le Cap Vert en 1460, ils vont arriver plus bas dans une île qui va jouer un rôle extrêmement important. Donc voilà quoi pourrait correspondre à un président portugais à l'époque, donc avec les murailles séparées de l'arrière du pays. Donc ici, un peu plus bas. Donc les Portugais vont avoir du mal à arriver sur place, donc c'est l'île de Saint-Thomé et Principe, qui aujourd'hui a été une colonie portugaise jusqu'en 1975. Et donc là, le modèle qu'on a implanté aux Canaries, on produit déjà, alors en moyenne, c'est 20 tonnes de sucre annuel. Donc on passe d'une centaine de kilos par an aux Canaries à 20 tonnes par an. Donc déjà, avec des esclaves musulmans aussi, qu'on va chercher des barbaresques. Et donc on va arriver à l'île de Saint-Thomé. Donc l'île de Saint-Thomé, c'est une île où on meurt beaucoup, parce que là, il y a le palu sur place. Donc là, les Blancs, alors il y a une sorte, les Portugais appellent ça, donc au départ, on ne connaît pas le palu et ces moustiques, donc ils appellent ça karat. C'est-à-dire qu'on arrive sur place, au bout de 3 jours, on devient jaune et on meurt. Et donc même sur place, les prisonniers ne tiennent pas. Donc on connaît cette histoire du roi Dom Manuel, qui pour peupler cette île escale va déporter 2000 enfants juifs sur place, parce qu'on se dit si les adultes ne tiennent pas le coup, on va envoyer des enfants. Et donc on se rend compte que les enfants, on revient 15 jours plus tard, sur les 2000, il n'en reste plus que 15. Donc une île alors qui longtemps va rester inhabitée, une île alors qui est d'une certaine façon inhumaine. Mais alors pour le malheur de ce que va devenir l'Atlantique esclavagiste, on se rend compte que sur place, là, on n'a pas 1 ou 2 récoltes par an, on en a non-stop. C'est-à-dire que là, il y a le climat propice à ce qui peut être une culture, et la canne à sucre, c'est une culture tropicale, qu'on n'avait pas jusqu'alors dans l'ancien monde. Donc là, pareil, donc lors d'un voyage, il y a de la canne à sucre sur un navire, donc c'est un Portugais qui s'appelle Pedro de Saint-Alain, qui aborde ces îles, alors Saint-Thomé parce que c'est le jour de Saint Thomas sur place, donc on lui donne le nom du jour, en 1475, qui accoste sur ces îles lors d'un voyage vers l'Inde, et qui, pareil, plante un plant de canne à sucre, et au voyage de retour, il se rend compte que là, il n'y a plus un plant, mais il y a une étendue. Donc on décide de tester la culture de la canne à sucre, et donc là, ça va prendre une ampleur donc indéterminée. Donc il y a des chiffres sur lesquels j'ai travaillé, et donc sur cette petite île, qui est une toute petite île, Saint-Thomé, une île montagneuse, volcanique, où il n'y a que des bois au départ, un petit peu comme au Brésil, en 1502, il y a déjà 15 000 esclaves. Donc il faut savoir ce que c'est qu'une petite île, 15 000 esclaves, et on va développer, on va inventer un système qui va être le système de la plantation, parce que sur place il y a énormément de révoltes. Donc les premières révoltes d'esclaves, les esclaves marrons sont dans cette île-là, ce qui va donner plus tard le terme Angulares, donc qu'on trouve encore aujourd'hui. Il y a une population, une ethnie à Saint-Thomé qui se dit descendant de ces populations révoltées. Donc on fuit dans les montagnes. Pourquoi on fuit? Parce que là on est dans des conditions proches de l'inhumanité. Donc on travaille là pour la première fois enchaîné, et on va créer des baraquements. Donc sur place, c'est un système concentrationnaire qu'on met en place. Alors on est loin de l'Europe. En Europe, on ne sait pas du tout ce qui se passe, parce que les Blancs n'y vont pas sur place. Les seuls qu'on arrive à faire partir, et donc là on les paye très très cher. Donc c'est des sortes de... Alors, je ne vais pas dire des gens cruels, mais c'est des petits Blancs qui sur place manient le fouet, et qui sont là juste pour surveiller, parce qu'on a créé sur place, sur l'île de Saint-Thomé, un système un peu contractionnaire avec le système de la plantation, qui est des baraquements où on enferme les esclaves tous les jours. On a un système où on n'a que des hommes,
Alors 99% des esclaves sur place sont des hommes. Donc on n'est pas là pour créer une société où on a des enfants, où ensuite on s'affranchit et on crée sa propre société. Donc on est une société sans famille, une société sans filiation, donc une société où il n'y a que des hommes qui travaillent enchaînés. C'est une société qui crée de la violence d'une forme totalement inhumaine. Et donc sur place, on a des descriptions, et ça crée aussi du côté des Blancs une forme de racisme, puisqu'on nous dit, voilà, ces Blancs-là sont cruels, dès qu'ils peuvent, ils nous sautent dessus, ils nous égorgent, donc il faut qu'on les tienne enchaînés, parce qu'ils sont violents. On a cette société-là qui vit totalement coupée du monde, et qu'est-ce qu'on fait sur place? On produit non-stop du sucre dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc c'est aussi la première fois où on a des esclaves qui travaillent nus. Parce que l'esclave, c'était quelqu'un qu'on allait intégrer, donc c'est quelqu'un qu'on convertissait. Et donc le passage à l'état de civilisé, c'était à la fois la conversion, le nom portugais ou espagnol, et c'était aussi des rudiments de la civilisation qui étaient de l'habillement. Être nu, c'était être un sauvage. Et là, on a une société où les Blancs, c'est les seuls qui sont à peu près habillés, il fait tellement chaud, et en face, on a des gens qui sont traités alors, de façon animalisante. On les traite comme des animaux. Donc là, on a un nouveau modèle, loin des yeux, loin de l'Europe, loin de ce qu'a été le système européen de rançon, de rachat, où on était esclave quelques années, on pouvait être racheté avec une rançon, où on repartait, où, y compris celui parfois qui vous avait capturé, on le connaissait. Donc ça peut paraître bizarre, on pouvait aussi créer des liens d'amitié au sein d'une famille, quelqu'un qui vous, on disait, mon maître m'a bien traité, donc je ne vais pas m'enfuir, donc on est dans des rapports, ça peut paraître choquant aujourd'hui, mais des rapports d'échange et de domesticité. Hein. Là, on est dans des rapports extrêmement racialisés. Donc les seuls qui travaillent, c'est des esclaves noirs, qui viennent alors de l'espace bantou en face, on va voir pourquoi, et les seuls qui manient le fouet, c'est des blancs. Donc voilà, une société à part, on a créé un monde inhumain qui a plus tard donné le capitalisme. Donc je vais en finir un petit peu là, hein, je crois. Si vous voulez, juste la conclusion pour traverser l'Atlantique, on avait dit 1 heure, c'est ça? Oui, mais enfin, c'est passionnant. Non. Alors, quelle est l'évolution de ce système? Donc, 5000 esclaves en 1500, 25 000 10 ans plus tard, donc il faut s'imaginer ce que c'est ce petit île. Pourquoi? Donc, qui dit 25 000 dit 50 000 esclaves qui arrivent tous les ans, parce que des taux de mortalité proches des 50 à 60% qu'on a vu nulle part ailleurs, qui se créent place, et donc là les chiffres sont là, 250 navires qui tous les ans, donc c'est énorme, hein, arrivent en Europe, chargés de sucre. Donc il faut savoir ce que c'est que 250 navires. Donc là on est proche alors, des taux qu'on va atteindre au XVIIIe siècle. Alors ça va être sur une période très très courte, parce qu'ensuite il va y avoir le Brésil, mais là on produit à tout va, et là c'est pas juste les Portugais qui sont sur place, parce qu'on va construire les premiers moulins de type un petit peu industriel, parce que là on avait ce qu'on appelait en Méditerranée des trapiches. Alors qu'est-ce que c'était que des trapiches? C'était des choses un petit peu artisanales, parce que la canne, il faut au départ la broyer, donc là il fallait une certaine technique, il faut ensuite la chauffer pour obtenir la mélasse. Et ça c'était quelque chose qui en Méditerranée était l'affaire de spécialistes qu'on payait. Donc c'était les Italiens qui produisaient le sirop à base de sucre. Donc ça va être aussi des Italiens qu'on va faire venir sur place à Saint-Thomé pour produire. Ça va être surtout des Flamands qui vont investir beaucoup d'argent. Alors pourquoi les Flamands? Parce que les Flamands à cette époque-là, en Anvers, sont sous la domination des Espagnols. Et ça va être beaucoup de nouveaux chrétiens qui avaient fui le Portugal et l'Espagne vers Anvers, qui vont investir de l'argent sur place. Et c'est ceux qu'on va retrouver plus tard dans les réseaux Maran plus tard. Donc ça n'est là. Eux investissent des capitaux, parce qu'ils ont des capitaux. Ils ont fait fortune dans la finance à Anvers dès les années 1520. Ils vont investir beaucoup de capitaux à Saint-Thomé sans jamais y aller. Parce que là, il faut armer des navires, il faut pouvoir transporter le sucre. Alors le sucre, en Méditerranée, on le transportait dans des vasques. Là, on va inventer le système des caisses, qui sont plus faciles à comptabiliser, parce que c'est quelque chose qui devient une marchandise, un peu comme les esclaves. Les esclaves aussi, on ne va plus les appeler des esclaves, on va les appeler des pièces. Pourquoi? Parce qu'on va instaurer, donc il y a des gens qui sont là pour recruter sur les côtes africaines, une taille minimale. Grosso modo, on dit une pièce d'esclave, c'est 1,70 m. Tel âge, on va dire, c'est un mâle entre 18 et 30 ans, ou 25 ans, de telle taille, de tel âge. Donc là, on est sur un rapport extrêmement physique au corps de l'esclave. On n'est plus dans un rapport humain. Et donc, ce qu'on va retrouver plus tard aux Amériques, parce que la pièce d'Espagne, ou la pièce d'esclave, part de Saint-Thomé, et va ensuite être aux Amériques.
l'esclave, sa valeur n'est plus en fonction de la marchandise qu'on a échangée, va être en fonction alors d'une espérance de vie. Qu'est-ce qu'on voit derrière l'esclave qui fait 1m75 et qui pèse 90 kg et qui est robuste et qui est jeune? On voit une force de travail. Comme on sait que la mortalité est extrêmement élevée, pour que ce soit rentabilisé, il faut qu'il soit robuste et qu'il travaille non-stop pendant 2 ou 3 ans. Donc là, on n'est plus dans le rapport à un service fourni qu'on rémunère ou qu'on rémunère pas. On est dans une marchandise qu'on exploite et on le voit comme une marchandise. Et donc des deux côtés, alors c'est pas juste les Portugais sur place, c'est du côté africain aussi. Parce que les Portugais exigent des pièces mâles. Alors du côté africain, on aurait pu refuser. On aurait pu dire non, là, on va puiser très rapidement dans notre population active, dans notre jeunesse. Et ils vont accepter, pourquoi? Parce que, alors là, c'est des circonstances aussi impériales. Au moment où les Portugais colonisent Saint-Thomé, en face, on a 2 royaumes. Le Bénin, donc qui ne correspond pas aujourd'hui au Bénin, c'était l'espace du Niger, et le royaume du Congo, qui sont en conflit et qui sont dans une phase d'expansion énorme. Ces 2 immenses empires qui sont en train de se constituer, et ils vendent des captifs à tout va. Donc au lieu de le vendre comme ils le faisaient avant pour le marché africain, parce que là il y avait aussi des mines d'or, on travaillait aussi dans des conditions assez horribles, donc les Portugais arrivent, les circuits sont déjà implantés, les circuits de main d'œuvre. Ils vont les vendre aux Portugais. Donc on va vendre des captifs de guerre sans se soucier de ce qu'ils deviennent par la suite. On sait très très bien ce qu'ils deviennent par la suite. On le vend contre quoi? Et donc là c'est là que c'est important et que le capitalisme européen se met en place, et c'est d'une certaine façon, les Africains vont perdre un petit peu la main sur ce commerce-là. On va les échanger contre des manilles qui sont produites donc, dans les fours et dans les usines allemandes et autrichiennes de l'époque par les Fugger en grande partie, qui font fortune à cette époque-là. Donc c'est toute l'industrie aussi d'Europe centrale. Donc qu'est-ce que c'est que des manilles? C'est des bracelets de laiton et de cuivre. Et donc une pièce d'esclave vaut en moyenne 30 à 40 manilles. Et donc ça, donc des empires du Bénin, du Congo qui sont en pleine croissance, une marchandise de troc qui n'était plus l'or ici, ou qui n'était plus le textile comme en Afrique du Nord, mais qui était les manilles qui étaient déjà existantes, et les cauris et les coquillages. Donc les Allemands vont produire pour ce marché-là, vont aussi s'enrichir énormément. Les Portugais et les Espagnols ensuite vont aller chercher ce qu'on appelle des cauris, c'est des petits coquillages aux Maldives en grande quantité, et donc c'est eux qui vont là, au contraire de ce qui se passait au Maroc et sur la côte sénégambie en grande partie, c'est eux qui vont fixer le prix de l'esclave, parce que c'est eux qui ont la monnaie. C'est plus les Africains. Donc ces marchandises étaient déjà en circulation, mais en nombre très très faible, parce que les cauris, les Africains, il fallait les pêcher un peu comme les perles aux Antilles. Donc on en avait très très peu. C'était une monnaie très très rare qu'on portait d'ailleurs en collier. Les femmes portaient en collier. Une monnaie très très rare. Les Portugais, eux, vont produire ça un petit peu comme... on a des descriptions comme des sacs de bulots à l'époque, donc par kilo. Donc là, on en a au kilo aux Maldives, on va les chercher aux Maldives et on réintroduit. Et donc là, on va totalement déstructurer le marché africain. Les manilles, on va produire aussi en Allemagne, en Autriche. Alors non pas des dizaines, parce que là, c'était des artisans qui les produisaient en Afrique, donc il fallait 3 mois pour produire. Donc on tapait au marteau, il fallait un forgeron, c'était tout un art. Là, on va les produire à la chaîne. On va produire des centaines et des centaines de milliers, et les Fugger s'enrichissent d'abord sur ce commerce-là, avant de s'enrichir dans l'industrie par la suite. Donc là, on a le capitalisme européen qui investit dans l'Atlantique, et le passage de l'autre côté, ce qui va donner l'Atlantique américain et la grande traite, il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Donc les Portugais vont exploiter cette île sans... Donc là, on est déjà à des rythmes de centaines de milliers d'esclaves. Hein. On est déjà dans quelque chose d'extrêmement massif. On a, à ce moment-là, très peu d'esclaves qui arrivent en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre sur place. Donc on redirige en grande partie tous les capitaux et tous les moyens, parce qu'il faut savoir que les moyens humains en Europe ne sont pas non plus extensifs à cette époque-là. Les Portugais, c'est 800 000 habitants, on ne peut pas non plus avoir une marine de 500 navires sur tous les fronts. Donc on décide de se concentrer là où ça rapporte beaucoup d'argent. Le roi du Portugal devient, et le Portugal en 1540, c'est la première puissance européenne. Il s'enrichit là-dessus. Il s'enrichit sur le sucre, parce qu'on paye des taxes. Donc tous les navires arrivent à Lisbonne, on paye des taxes sur les marchandises, et ensuite
c'est redirigé sur toute l'Europe. C'est pas tant les esclaves qui rapportent de l'argent, c'est le produit fini en Europe. Et donc le passage de l'autre côté, au Brésil, n'est pas évident. Et pas évident pourquoi? Parce que là, il faut inventer un nouveau système qui n'existe pas encore, qui est la traite triangulaire. Et la traite triangulaire, ça demande alors des circuits qui, alors généralement, on récupère ces capitaux 2 ou 3 ans après. Il faut construire des réseaux internationaux. Et là, comme vous l'avez vu, on est quand même dans des rapports encore nord-sud. Hein. Les Portugais contrôlent cet espace. Il y a bien sûr des capitaux qui sont sur place, mais on arrive à contrôler les flux. Quand ça devient triangulaire, il faut que la personne qui va réceptionner sur place les esclaves au Brésil, on ait confiance en elle. Il faut, et le terme apparaît à cette époque-là, qu'on lui fasse crédit. Donc crédire, ça vient du latin, credire, faire confiance. Et donc la grande traite atlantique du XVIIIe siècle, elle fonctionne sur le crédit, sinon elle n'aurait pas fonctionné. Et elle va fonctionner sur des réseaux familiaux. Donc ça va être les juifs maranes. Pourquoi les juifs maranes? Pas parce que les juifs sont prédestinés à l'esclavage plus que d'autres, ou pas parce qu'on les a dirigés vers cette activité-là, c'est parce qu'ils ont des réseaux diasporiques. C'est sans doute alors le premier réseau marchand sans État, donc on les a poursuivis à travers toute l'Europe. Ils vont se réfugier au Portugal, en Espagne, au Brésil, en Afrique, en Europe centrale, et ils vont créer des réseaux familiaux qui fonctionnent sur la confiance. C'est-à-dire que si votre cousin ou quelqu'un de la communauté vous trompe, vous avez toujours moyen de le retrouver, ou en tout cas vous connaissez quelqu'un qui le connaît, et sa réputation est finie. Donc le commerce, à vaste échelle, transcontinental, il ne fonctionne pas n'importe comment, il fonctionne sur la confiance. Vous investissez beaucoup d'argent, des capitaux, vous investissez pas alors de l'argent monnaie trébuchante, vous insistez sur des lettres de change, sur ce qu'on appelle, ce qui va devenir plus tard, sur le système espagnol et français, des licences. On vous donne une autorisation pour acheter ou pour vous procurer 500 esclaves, souvent c'est 10 000, 20 000 esclaves sur les côtes d'Afrique. Vous estimez la valeur de ce lot d'esclaves à un tel prix, vous ne le payez pas, vous le récupérez une fois que les esclaves ont été vendus, que le sucre a été produit et qu'il revient. Donc vous récupérez vos capitaux 2 ou 3 ans après. Donc si le navire échoue dans l'Atlantique, alors les coûts sont divisés au sein de la communauté. Donc, alors passer pour l'Atlantique, ça ne va pas être facile, parce que les Portugais, ils sont arrivés au Brésil en 1500. Au départ, le Brésil, c'est un petit peu l'Amazonie. Voilà. Aujourd'hui, on connaît l'Amazonie, hein, espace protégé, mais tout le Brésil, c'est un espace très peu peuplé, avec des populations amérindiennes qui sont sur place, mais surtout un espace extrêmement boisé, avec un climat pas tout à fait aussi proche que celui de Saint-Thomé, mais très proche. Donc forte humidité, température chaude toute l'année, pas de gel, et là on peut planter la canne à sucre. On a développé, mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir faire traverser des esclaves et récupérer sa mise. Et ça, on sait faire traverser. Récupérer sa mise, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ça va être possible quand le Portugal va perdre son indépendance en 1580. Donc entre 1580 et 1640, le Portugal est occupé par l'Espagne. Et les Espagnols, là, vont dominer un petit peu toutes les phases. C'est-à-dire que les Espagnols vont avoir les capitaux, avec beaucoup de marchands qui sont installés à Séville, qui avaient investi dans autre chose, dans la traversée de l'Atlantique vers l'Atlantique Nord. Donc l'Empire portugais, l'Empire espagnol se trouve rejoint. On a des familles qui étaient diasporiques, donc juifs portugais, juifs espagnols, qui étaient les mêmes familles très souvent, ou juifs hollandais qui étaient sous domination portugaise. C'était la famille d'Espinosa par exemple. C'est un juif portugais qui était sous domination aux Pays-Bas espagnols. Donc on a des familles qui se reconstituent, des réseaux qui se reconstituent, et Philippe II décide, alors c'est la première fois, il décide de mettre aux enchères, comme on montrait n'importe quel marchand aux enchères, le prix des esclaves. Donc là, il y a une incitation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des juifs, on est quand même et ça il faut voir ce que c'est que ce commerce et comment on peut passer à quelque chose qui est totalement alors de l'ordre alors je ne vais pas dire de l'hypocrisie, mais on est quand même dans un espace où Philippe II, il y a l'Inquisition qui est en Espagne, on poursuit les juifs. On sait que ce sont les juifs qui vont investir de l'argent dans la traite atlantique, et on va aller les chercher, et leur dire voilà, si vous ne voulez pas passer sous les feux de l'Inquisition et être brûlé,
on vous autorise à pratiquer votre religion, mais investissez votre argent, au lieu de l'investir dans les Pays-Bas, dans la finance, investissez-le dans cette économie-là. On va vous donner un monopole. Et donc, un peu contraint et forcé, on a alors ceux qu'on va appeler les Portugais maranes, donc, ou les Juifs maranes, qui vont devenir et détenir alors 95% du monopole de la traite atlantique entre 1580 et 1640, voire plus tard, parce que, y compris au Barbade, ou voire plus tard, ça va être aussi des Juifs portugais, voire au Brésil, qui vont contrôler une grande partie de ce commerce-là. Donc, alors qu'en péninsule ibérique, on instaure une acquisition très très dure, on poursuit les Juifs. Il ne fait pas bon être juif comme musulman en péninsule ibérique à cette époque-là, on est quand même dans une religion très très dure. On est dans la religion d'État, on ne tolère aucune déviance, surtout pour les Juifs qu'on a entre-temps convertis. On les appelle les nouveaux chrétiens. Façon de dire, vous n'êtes pas totalement chrétien, il faut qu'on puisse vous reconnaître. On va mettre en place ce qu'on appelle les édits de pureté de sang. Alors qu'est-ce que c'est les édits de pureté de sang? C'est-à-dire que sur 4 générations, si vous avez parmi vos ancêtres, donc il faut remonter à la 4e génération, des ancêtres avec une goutte de sang juif, vous êtes exclu de toutes les activités. Alors, pas la finance, mais toute la fonction publique, toutes les charges anoblissantes, vous êtes considéré comme un sous-citoyen. Donc, pour ces individus qui ont du sang impur et qu'on pourchasse, on va créer un monopole, parce que là, on se dit de toute façon, même si ça ne marche pas, c'est de l'argent des Juifs. Et donc, c'est extrêmement cynique, et voilà comment ça se met en place pendant cette période-là. Et donc, contraint et forcé, c'est à partir de Saint-Thomé, des Juifs qui s'installent sur place, qui vont transférer totalement cette activité-là. Donc c'est aussi possible pendant la domination espagnole, parce que les Portugais, là, qui protestent, ils disent, voilà, mais Saint-Thomé, c'est à nous, c'est là qu'on gagne de l'argent. Les Espagnols se disent, c'est pas très très grave, nous, c'est les Amériques qui nous intéressent. Donc, sous cette période de domination espagnole, on transfère au Brésil. Et donc le Brésil, c'est une autre phase. Et donc là, on va atteindre les rythmes qu'on connaît par la suite, et ce que va être la traite atlantique. Là, on est dans le commerce triangulaire. Pourquoi? Parce que en 1570, on a 10 moulins à sucre. En 1570, 10 moulins à sucre. En 1620, on en a 270. Entre 1700 et 1800, 1880, on a 6 millions d'esclaves qui traversent l'Atlantique. Donc on est dans une autre ampleur. On a aussi pendant très longtemps réduit en esclavage les Indiens, alors que les Espagnols, après la controverse de Las Casas, avaient déterminé que les Indiens avaient une âme et qu'on ne pouvait pas les réduire en esclavage. Pourquoi? Parce que sur place, on n'avait pas de plantation de sucre. L'espace espagnol, c'était le Mexique, l'Amérique latine, on avait des mines, mais là on avait mis en place ce qu'on avait appelé un régime de travail forcé ou contraint, qu'on appelait régime libre, qui était l'encomienda. C'est-à-dire que les Espagnols travaillaient pour vous pendant 2 ou 3 ans contre un salaire. Donc c'était une forme d'esclavage déguisé, mais on avait aboli l'esclavage, en disant l'esclavage c'est totalement inhumain, il ne faut pas qu'on pratique l'esclavage, et Las Casas avait joué un rôle énorme en disant les Espagnols violent, massacrent et réduisent en esclavage. On est en train de détruire une civilisation. Les Portugais, quand ils vont récupérer l'indépendance, eux, la question des Indiens, la liberté, ça leur pose problème parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Il y a beau 100 000 esclaves qui arrivent tous les ans, pour alimenter 270 moulins à sucre, il en faut de la main-d'œuvre. Donc là aussi, on va réduire les esclaves, les Indiens en esclavage. On va créer, pour la première fois, une société qu'on va appeler esclavagiste. Donc esclavagiste, pourquoi? C'est une société qui fonctionne que sur le modèle de l'esclavage. Donc que vous soyez, même quand vous êtes affranchi, vous êtes considéré comme descendant d'esclaves. Quelque chose qui n'existait pas en Europe. En Europe, une fois que vous étiez affranchi, vous étiez libre, vous libéré. Ce n'était pas une tâche qui pesait sur votre visage et surtout sur votre descendance ou ascendance. Au Brésil, pour la première fois, on va créer cette question qui est la question, alors les Africains, et ça c'est la question qui se met en place quand on a besoin de main-d'œuvre, la question qui est liée, les Africains sont destinés à vie à être des esclaves. Et même quand ils sont affranchis, leurs enfants, ou les enfants nés d'esclaves, deviennent esclaves, ce qui n'était pas le cas en Europe. En Europe, vos enfants, vous étiez esclaves, vos enfants étaient libres. Ça ne concernait que votre statut, parce que c'est vous qui aviez été capturés ou achetés. Au Brésil, pour la première fois dans l'humanité, on décrète
que des esclaves, ou même des esclaves affranchis, comme ils avaient été esclaves, et que ça se justifiait par leur infériorité, leurs enfants étaient esclaves. Même s'ils étaient mulâtres, c'est-à-dire qu'ils avaient un des deux parents qui était blanc, un enfant né d'une femme esclave ou d'une femme affranchie avec un maître blanc était esclave. Donc on va reproduire, plus seulement par l'apport de main-d'œuvre, mais on reproduit un système esclavagiste qui s'auto-reproduit par lui-même. Et qui va créer une société où le stigmate de la race s'impose. On n'était pas du tout dans cette société-là avant. Hein. On était dans une société de la cruauté. Et alors, de la cruauté économique, c'est-à-dire de la rentabilité hein, par rapport à une force de travail. Mais ça, alors peut-être que je vais choquer, mais on l'a connu aussi dans les usines au XIXe siècle. Hein, donc, y compris à La Réunion, l'engagisme qui a concerné des Indiens, les taux de mortalité étaient proches de ceux qu'on connaissait dans les plantations à Saint-Thomé. Où la condition ouvrière à Paris au XIXe siècle, c'était pas quelque chose qui était enviable. On mourait jeune et très vite. Là, pour la première fois, c'est pas la question de la mortalité qui se pose, c'est la question de comment reproduire une classe ou un statut. En Europe, encore aujourd'hui, ouvrier, il y a la possibilité de sortir par l'ascension, par le travail, par le mérite. Dans la société brésilienne, jusqu'au XIXe siècle, et on en a encore dans ces sociétés-là, le fait qu'un de vos ancêtres ait été esclave, et ça veut dire quoi être ça? Ça veut dire avoir du sang noir, très très vite, fait de vous potentiellement un esclave, et quand l'esclavage va être aboli au Brésil en 1889, fait de vous un inférieur. Et dans la société américaine, c'est un peu pareil. Quand il n'y aura plus d'esclavage, vous êtes destiné à être en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le stigmate de l'esclavage, et l'esclavage, forcément, ça vient de quelque chose. Ça vient d'une infériorité. Donc là, on crée une société qui n'était pas une société européenne, qui n'était pas une société africaine, qui est une société nouvelle. Donc cette société-là, elle naît au XVIIIe siècle. Elle n'est pas parce qu'il y avait des blancs et des noirs et des jaunes et des rouges, elle naît parce qu'on crée un modèle où la force de travail, qui est difficile, où les gens ne veulent pas travailler, elle se justifie par un statut, celui de vos ancêtres. Donc à partir du moment où vous dites, voilà, ton père est arrivé comme esclave, toi tu vas être esclave, même si potentiellement tu as fait des études, ou si tu as de l'argent, ou on vous considère comme un esclave. Donc là je vous encourage à aller voir un film qui est sorti actuellement, qui est la couleur des sentiments. On voit très très bien que ce stigmate de la couleur de peau, il vous poursuit toute votre vie, et au Brésil on est encore dans cette société-là, et d'ailleurs on a créé deux termes. Il y a eu le terme preto, qui renvoie à la couleur, on dit des chaussures noires, et on a eu le terme de negro, qui va donner nègre, qui est très péjoratif. Donc là, on va distinguer les deux choses. On va distinguer la couleur de la peau, et on va distinguer le statut, celui de nègre. Et donc très souvent, les deux vont ensemble. Ce qui fait que là, on est dans une société extrêmement violente, et une société qui va être la société atlantique du XVIIIe siècle, telle qu'on va la créer. Donc voilà, j'en finirai là. Voilà comment se monte un petit peu ce monde atlantique, qui est le monde sur lequel on a vécu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Parce qu'il fallait produire du sucre pour que la population dans son ensemble d'Europe le consomme, pour qu'il y ait des gens qui fassent de l'argent. Ensuite, ça a été le café, ça a été le coton, et il fallait assigner des gens à ces tâches spécifiques, parce qu'il n'y avait pas moyen de trouver des gens, même en les rémunérant, qui puissent ou qui veuillent travailler dans ces conditions-là. Donc voilà, je finirai là-dessus. Et je dirais que ça fait peut-être 10 ans qu'on sort de ce rapport nord-sud. Donc, une Europe qui pendant très longtemps s'est considérée comme l'Occident, c'est-à-dire celle qui portait la lumière, et qui a imposé son modèle économique qu'il fallait suivre. Et c'est vrai que le Brésil est devenu indépendant en 1820. Et il a poursuivi ce modèle, qui était un modèle de développement économique. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire on abolit l'esclavage. Il faut abolir tout un système, et qu'est-ce qu'on met à la place? Puisqu'on a créé une société de consommation pour ces biens-là. C'est-à-dire qu'on arrête le capitalisme d'une certaine façon. Si on dit qu'il n'y a plus de gens qui vont produire, ou des gens qui sont attachés à cette production. Et là, je dirais que depuis peut-être une dizaine d'années, on est dans un autre système, parce que là, on a l'Asie, avec ces formes de travail contraint et de contrainte qui imposent un autre modèle capitaliste, qui n'est plus le modèle où l'Occident regarde vers le sud qui est à la fois l'Afrique ou les Amériques. Donc l'Europe, là, se rend compte qu'elle-même, elle est peut-être en train de devenir un maillon d'un autre système qui nous échappe aujourd'hui, peut-être. Voilà, je finirai là-dessus. Merci.
Voilà, bah, merci beaucoup Antonio. Alors tout ça est effectivement assez éclairant. On voit bien qu'on est quand même dans des choses beaucoup plus complexes que des simples problèmes de qui a tort, enfin oui, qui fut coupable et qui fut victime. C'est beaucoup plus vaste que ça. Y a-t-il des questions? Je voudrais juste compléter un petit peu pour, comment dire, et le quai de la Fosse dans tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nantes, bon, bah, on nous parle du Brésil, on nous parle de Sao Tomé. Alors, vous voyez bien ce qu'on vient de nous expliquer. Tout ça se passe 15, 16e, enfin 16e, 17e siècle. Et alors, pour ce qui est de l'histoire nantaise, en tous les cas de ce qui concerne l'histoire nantaise dont on parle en ce moment un petit peu, euh, les Français n'ont pas conquis Haïti, mais se sont installés avec un système de boucanier, c'est-à-dire des Français un peu interlopes, ou disons des Européens dominantes françaises se sont installés dans cette île de Saint-Domingue à cette même époque, c'est-à-dire autour du XVIIe siècle, et ont commencé à effectivement expérimenter à leur profit la culture du sucre dans cette île qui aujourd'hui s'appelle Haïti d'un côté et Saint-Domingue de l'autre. Et cette expérience du sucre et cette production du sucre a été inspirée, par ce que vient de nous expliquer Antonio, par celle qui s'était développée au Brésil. Et ce sont les Hollandais qui ont effectivement transmis aux Français de Haïti, Saint-Domingue, cette connaissance de la production du sucre. Je rappelle, pour ceux qui connaissent bien Nantes, qu'il y a un endroit ici qui s'appelle la Petite Hollande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au XVIIe siècle, il y avait effectivement une colonie hollandaise importante. Les Hollandais du XVIIe siècle, c'était l'âge d'or, étaient puissants sur le monde atlantique et notamment sur l'Europe occidentale. Et ces Hollandais étaient un peu à l'avant-garde, comme l'ont été les Portugais un siècle plus tôt. Et les Hollandais ont essaimé leur technologie et leur méthode dans différents endroits, et notamment ont appris aux Français à cultiver le sucre à Haïti. Et qu'est-ce que Nantes dans toute cette histoire? Eh bien, lorsqu'Haïti a commencé effectivement à développer le sucre et que cela a commencé à devenir rentable, le système plutôt interlope boucanier est devenu beaucoup plus structuré et sous la dépendance du roi de France. Haïti, Saint-Domingue est devenu une colonie. Les ports français, Nantes, Honfleur, Bordeaux pas encore, mais surtout Nantes, effectivement, était au départ à ravitailler l'île d'Haïti en esclaves dans ce commerce qui est devenu effectivement triangulaire. Et donc on voit bien toute la continuité et toute cette, disons, cette avant-garde, en quelque sorte, de cette mondialisation atlantique fondée sur du travail esclavagiste pour un produit très particulier, le sucre et quelques dérivés, s'est développé, s'est accentué. Les Britanniques ont été extrêmement impliqués aussi dans cette même époque, ont suivi l'exemple, et le XVIIIe siècle, qui est effectivement le siècle des Lumières, le siècle de beaucoup de choses dont on est très fier, et du grand développement économique, a été aussi celui qui, à Nantes, a été le développement du commerce maritime et de l'esclavage en Haïti et de la traite atlantique nantaise. Donc voilà, on est vraiment dans cette continuité-là. Et ça, c'est une histoire européenne, africaine et américaine. Voilà. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, comment elle s'est construite. Et on voit bien que ça s'est fondé sur des choses très, comment dirais-je, petites expériences de départ qui se sont développées et qui ont pris des ampleurs absolument considérables. Oui, n'hésitez pas à poser des questions parce que j'ai fait quelque chose alors peut-être d'assez rapide et alors, si vous avez besoin de précision sur des points, des choses pas claires. Oui. Quand on dit, quand on enseigne, les Hollandais chassés du Brésil ont appris aux Français de Saint-Domingue à cultiver la canne à sucre. Alors ces Hollandais-là, ça ne serait pas les Juifs, c'est ça, voilà. Hein. Oui, quand on parle de Hollandais installés sur place, alors c'est beaucoup de... Alors les Hollandais, alors qui vont devenir plus tard les Provinces-Unies, c'est une nation un petit peu alors complexe qui est formée de gens venant d'un peu partout, parce que pendant très longtemps ça a été les Pays-Bas espagnols, et ça a été la terre d'accueil avec le protestantisme, la terre pardon, de la tolérance religieuse. Donc beaucoup, et une grande partie de la diaspora juive, portugaise, espagnole s'est réfugiée à Amsterdam à cette époque-là, et beaucoup vont investir. Donc voilà, ce que j'ai essayé de vous montrer, mais n'hésitez pas à poser des questions, c'est-à-dire que alors, le système atlantique aurait pu être tout autre. Donc
Très souvent, quand on se base sur une lecture un peu dichotomique, hein, blanc et noir, c'est-à-dire les méchants ou la cruauté, on ne comprend pas ce système-là, qui est un système alors qui se fait par petites connexions. Ça aurait pu s'arrêter, il se trouve que ça marche à chaque fois. Alors moi, il faut toujours le lire dans le contexte de l'époque, dont les gens n'étaient pas plus cruels que nous le sommes aujourd'hui. Et c'est vrai que si on regarde en tant qu'historien l'histoire sur le long terme, le grand siècle de la cruauté, ça a été le XXe siècle, c'est-à-dire sur 40 ans, on a quand même exterminé des millions de gens, y compris on a inventé quelque chose qui va être la solution finale. Donc là, on n'est pas dans ce rapport-là, on est dans une société violente, comme on est aujourd'hui dans une société violente, où la mort est là au quotidien, mais c'est une société où c'est un système sur lequel on a vécu qui s'est mis en place par petits mécanismes, c'est-à-dire on n'invente pas. Les Portugais ou les Espagnols ne se mettent pas autour d'une table, ils n'inventent pas un système. C'est en entrant en contact avec les Arabes, les Berbères, les Africains, en faisant du commerce, et un petit peu comme aujourd'hui, alors la première activité du commerce, c'est aussi le commerce de la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, on appelle ça alors, des flux migratoires contrôlés. Il y a des flux aussi de main-d'œuvre de prostitution, des gens qu'on paye. À l'époque, on organise des flux de main-d'œuvre au départ vers l'Europe qui a besoin de bras. Et donc des gens qui vont rester, mais beaucoup repartent aussi. Hein. Les captifs qu'on capture en Méditerranée repartent dans leur village. Et après, ça se transforme en une forme de contrainte au travail. Donc petit à petit, on invente un système, donc on ne le met pas en place. Il y a toujours un temps d'avance, il y a la technique qui a un temps d'avance, et derrière, il faut faire suivre la main-d'œuvre. Donc on va produire beaucoup plus de sucre parce que après les moulins s'améliorent, les taux de rentabilité s'améliorent, les navires transportent de plus en plus d'esclaves, donc à chaque fois on suit. Et donc c'est un système, alors, quand on le regarde sur son intégralité, qui est horrible, qui a abouti à ce qu'on a abouti, mais c'est quelque chose qui, perçu, je crois, au quotidien, pouvait sembler la normalité dans cette société-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais insister. Et donc, je ne sais pas comment dans 3 siècles, les historiens jugeront notre siècle, mais c'est vrai que si on a une lecture globale, on peut se dire, c'est un siècle de monstres. Si on a une lecture au quotidien, et si on regarde ce qui se passe jour à jour, on voit comment on arrive à quelque chose qui peut être horrible. Donc le système mis en place par les nazis, l'extermination finale, c'est quelque chose, alors avec des gens normaux, des étapes petit à petit au quotidien. Donc l'horreur, on la voit qu'à la fin. Donc l'esclavage, c'est un peu pareil, je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui est comparable, mais les gens, quand ils étaient dans cette économie-là, c'est quelque chose qui leur semblait normal de gagner de l'argent et d'aller chercher de la main-d'œuvre. Après qu'il y ait des morts derrière, c'était quelque chose qui faisait partie du métier. Donc c'était assez cynique. Alors c'est vrai que si on le regarde sur 5 siècles, c'est 12 millions d'Africains, ce qui est assez horrible, des taux de mortalité, des souffrances énormes, le racisme qui perdure aujourd'hui et un sous-développement duquel on a du mal à sortir. Donc avec une Europe et la révolution industrielle qui s'est faite sur cette économie-là. Donc la France qui se lance au XVIIIe siècle, elle se lance dans une phase déjà industrielle et l'essor de l'économie européenne, anglaise ou française est dû en grande partie, pas seulement à l'esclavage, mais aux produits dérivés de cette économie-là en grande partie. Le sucre, le café, la colonisation, l'économie de plantation, voilà. Comment ça se construit, comment on construit un système et comment aujourd'hui on en sort pour un autre système.